Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, nous venons de très très loin. Notre bilan carbone, on se cache. Donc, c'est notre première participation au colloque de l'ACFAS et on espère que ce n'est pas la dernière. Donc, moi, c'est Koudiagué, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Lorraine. Je travaille sur tout ce qui est collaboration interorganisationnelle. Dans les pôles de compétitivité, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est très français, hein, les pôles, enfin, l'équivalent des clusters, mais c'est quand même différent. Il y a un soutien de l'État qui est très, très fort. On travaille aussi avec des pôles territoriaux de coopération économique et notre présentation d'aujourd'hui va exclusivement se centrer sur les PTCE. Moi, je suis Élise Marcandella, je suis maître de conférence habilitée à diriger des recherches en sciences de gestion. Et j'ai vécu à Montréal et j'ai travaillé pour la chaire industrielle Biopro sur la bioremédiation des sols. Donc voilà, ça c'était ma première vie de chercheuse et qui m'ont fait dériver petit à petit vers les sciences de gestion pour créer des outils d'évaluation de la soutenabilité adaptés au contexte réel et non pas issus de l'imagination d'ingénieurs dans leur laboratoire, etc. Mais j'ai pas le temps de vous d'envoyer. Ah, ça, c'est parce que j'ai pas. C'est bon. C'est bon? Est-ce qu'il y a un orage? Non. Ou vous faites. Je sais pas. Ça ne marche pas. On va vérifier qu'il non, ça ne marche pas. Si elle est éteinte, je vois. Elle est sur. Ça prend toute l'équipe. Il y en a oui. Si vous voulez appuyer pour nous, c'est bien aussi. Merci beaucoup. Donc, on va présenter rapidement les sujets sur lesquels nous travaillons. Donc, rapidement, donc notre ancrage qui est vraiment terrain. Hier, on a assisté, hier et avant-hier, à beaucoup de présentations qui rendaient compte de la difficulté de l'approche collaborative dans la recherche-action. Être sur le terrain, c'est très bien, mais il ne faut pas trop y être. Et encore, comment valoriser aussi cette présence? Donc, nous l'assumons, hein, on a une démarche vraiment depuis plus d'une dizaine d'années avec un fort ancrage sur le terrain. Donc là, je ne parle pas des pôles territoriaux, mais il nous paraît intéressant quand même de faire un retour sur nos expériences qui disent un petit peu notre empreinte aussi un petit peu enfin, j'allais dire notre spécificité, mais en tout cas, ce qui nous caractérise. Donc, on considère que les pôles territoriaux de coopération économique, initialement, on ne parlait pas de ce territoire-là. Allez savoir pourquoi, on l'a vraiment gommé de notre vocabulaire. Et ça revient depuis quelques années, hein, parce que quand on est dans un pôle de compétitivité, donc l'idée, c'est que l'assise territoriale, elle est évidente. Le pôle est sur un territoire, doit favoriser la rencontre de plusieurs acteurs, à la fois des organisations privées, publiques de différentes tailles, des associations, des organismes de formation, de recherche autour de l'innovation. Donc, on parle de l'hypothèse que bah, finalement, le pôle de compétitivité est sur un territoire, tout va très bien. Non, 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 tout ne va pas bien du tout. Considérer que c'est une situation de gestion, ça revient à dire aussi que comment on amène des acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts à trouver des points de jonction, sachant que les temporalités sont différentes, les cultures sont différentes. On a organisé un atelier hier après-midi autour de ça, des freins et leviers. Ce n'était pas sur la coopération, mais nous, on s'intéresse vraiment beaucoup à cet enjeu de coopération dans les pôles de compétitivité, les pôles territoriaux de coopération économique. Donc, une situation de gestion innovante qui nous amène aussi à peut-être créer, à être innovants dans notre manière d'appréhender ces écosystèmes-là. Et donc, on a mobilisé Engström, donc, qui travaille beaucoup sur la théorie de l'activité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, le principe, ce que défend Engström, c'est que tout projet est une organisation, un ensemble de systèmes d'activité qui évoluent de manière plus ou moins cohérente, enfin pas très cohérente, mais ces systèmes en tout cas essaient de s'ajuster. Ils n'y arrivent pas, ça crée des tensions.
L'idée, c'est que les tensions sont normalement bienfaitrices. Il ne faut pas qu'on essaie de les cacher. L'enjeu, c'est de savoir comment on dépasse les tensions qui apparaissent alors que, enfin, d'une part, situation à laquelle on a été confronté à de multiples reprises, on fait appel à nous sur un sujet précis, on nous donne de l'argent, hein, il y a des contrats, il y a quand même des attentes, notamment des attentes quantitatives qui sont attendues. Ce serait bien que dans un an, vous puissiez produire des résultats tangibles. On vous dit ça, on ne vous dit rien. Vous êtes des chercheurs, oui, mais bon, voilà. Donc, il y a ça, cet enjeu, enfin, les temporalités qui sont différentes, l'obligation de produire des résultats qui apportent quand même de la valeur au commanditaire. La valeur du commanditaire n'est pas la nôtre, hein, pas forcément cette équivalence-là. Donc, tout ça, on doit le gérer sur un temps qui est relativement court et donc on est très innovante, hein. On est une équipe de chercheurs, chercheuses et on travaille beaucoup sur ces outils de gestion. Ce que dit aussi Elström, et je m'arrête sur ce passif-là, c'est l'enjeu de la zone proximale de développement. Comment amener les gens à se rendre compte que les outils qu'ils utilisent normalement ne sont pas adaptés à la nouvelle situation. Et ça, ça requiert du temps, ça requiert beaucoup d'énergie. Donc, on va passer. Merci. Ça fonctionne vraiment. Ok, super. Donc, aujourd'hui, on va vraiment focaliser notre propos sur les pôles territoriaux de coopération économique. Céline en a parlé ce matin de la loi de 2014. C'est récent, ce n'est pas récent. On est très en avance. Il y a eu une erreur sur les 20 ans, ça fait 11 ans. Donc, très en avance. Voyez-vous. Euh, donc, on l'a corrigé, mais on est de mauvais élèves. Donc, on pensait qu'on avait le temps de corriger sur la plateforme, mais pas du tout. Donc, il y a 11 ans, les pôles territoriaux pardon, de coopération économique ont été créés par une loi avec le soutien vraiment considérable du labo de l'économie sociale et solidaire. Donc, les PTCE, ce sont des entreprises, enfin, je parlais de l'assise territoriale tout à l'heure, donc des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui vont s'associer à des entreprises, des collectivités, des centres de recherche, etc., dans l'objectif de mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, coopération ou partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants. Ce qui est intéressant dans les PTCE, ça a aussi été dit hier, comme tous ces pôles-là qui ont émergé il y a quelques années, on a l'impression que bah, la collaboration est évidente, les gens s'aiment beaucoup, ils partagent tout. On se demande même pourquoi créer un PTCE parce que c'est naturel. Ah, pas du tout, pas du tout. Il y a des tensions, il y a des difficultés, il y a des enjeux économiques, hein. Des organisations, des associations qui sont euh, dans des structures d'insertion, par exemple, qui vous disent mais oui, mais il faut que ça soit rentable. L'État me donne un pourcentage, mais les 70%, il faut que je les trouve. Donc, comment vous voulez que je fasse? Donc, le modèle économique revient toujours, enfin, ça guide l'action. Et on est face à cette problématique-là. Finalement, on ne baisse pas les bras, hein, mais on se rend compte que finalement, la logique économique, elle n'est jamais très loin. Donc, la loi du premier, donc ça, c'est la définition de l'économie sociale et solidaire, donc PTCE en amont. Donc, c'était l'article 9. Donc, l'article premier, l'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre et de développement économique qui est adapté à tous les domaines de l'activité humaine auxquels adhèrent les personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions suivantes. Donc, les conditions, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Quand on dit gouvernance démocratique, c'est super, tout le monde est d'accord. Quand on dit redistribution des richesses, tout le monde est d'accord, c'est magnifique. Quand on dit seul partage des bénéfices, ce n'est pas notre moteur, mais quand on y réfléchit de plus près, un petit peu quand même, mais on désespère. Alors, on va vous parler. Alors, je tiens à dire qu'on n'a pas été payé, hein. Il n'y a pas de commanditaire, on était libre et c'est plutôt du militantisme, hein, parce qu'on pense que c'est en s'engageant qu'on va pouvoir faire changer les choses. Donc, on n'a rien fait, on a donné beaucoup.
Donc, pour travailler avec ce PTCE Le Levier, auquel on a été associé en fait à la création du PTCE, parce qu'on connaît bien les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont déjà travaillé avec nous et qui se disent, ben, c'est bien d'avoir un chercheur, ça aide à réfléchir. Donc ça fait toujours plaisir, hein, on ne peut pas publier, on a cette reconnaissance-là. Et donc le PTCE dans lequel on est, c'est celui de Meurthe-et-Moselle dans la région Grand Est, au Grand Est de la France. C'est un territoire qui est vraiment dynamique en termes d'ESS, d'acteurs de la transition écologique, avec des collectivités engagées, une université importante, de taille importante, et puis qui vont se réunir autour d'enjeux sociétaux. Donc le PTCE, le levier, a pour ambition de contribuer à la transition écologique et solidaire de ce territoire en facilitant la coopération entre ces acteurs territoriaux afin de développer de nouvelles activités et créer des emplois, notamment dans le domaine du réemploi. Donc ça, c'est la définition hein, qu'on a donnée du PTCE, le levier. On a une trentaine d'adhérents et partenaires avec beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, des recycleries, des acteurs du réemploi dans le secteur du bâtiment, du numérique, vélo, enfin toutes sortes d'acteurs dans différents domaines. Et on a aussi des collectivités qui sont le conseil départemental et le Grand Nancy, qui est la métropole du Grand Nancy, qui est un acteur très engagé dans l'économie circulaire. On va vous présenter ici, faire un focus sur un projet de la filière réemploi en lien avec l'économie circulaire. C'est un projet qui a émergé hein, de la rencontre des acteurs de l'économie sociale et solidaire animé par le BTCE. C'est un projet de boutique commune du réemploi pour aller vers l'économie circulaire. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Voilà, l'économie circulaire selon l'ADEME. Hein, l'ADEME définit trois domaines, sept piliers, avec on voit des acteurs qui vont être différents hein, en fonction des domaines. La gestion des déchets, ben, c'est principalement la collectivité qui est responsable de la prévention et gestion des déchets. Et on a une collectivité avec notamment le responsable du pôle déchets qui est très très impliqué et qui est militant aussi, qui développe beaucoup de projets, qui a énormément d'idées. Sur ce qu'on peut faire à partir de la prévention. Et puis, de l'autre côté, on a les acteurs de l'ESS qui vont être impliqués dans la production et la consommation responsable, la production avec le réemploi, et puis consommation responsable par la sensibilisation qu'ils font auprès de la population, des différentes populations sur l'intérêt du réemploi. Alors, les acteurs se sont réunis et puis a émergé ce projet de boutique du réemploi qui allait permettre une certaine mutualisation. Hein. C'est ce qui est prévu aussi dans les PTCE. Alors, c'est surtout des recycleries généralistes, je vous l'ai dit, numérique, vélo, textile, jouets, univers de la maison. C'est une réponse à une demande sociétale face à une offre commerciale classique, hein, cette volonté de proposer, de faire un autre choix à des citoyens qui le souhaitent. Et là, les citoyens ciblés, c'est les urbains, le centre-ville. On veut toucher ces acteurs de centre-ville et trouver une surface de 400 mètres carrés, donc vraiment pour faire une boutique qui met en valeur tout ce qui se fait en termes de réemploi. Alors, les besoins qui sont exprimés, ben, c'est des besoins de mutualisation d'espace, des ressources humaines. Les problématiques qui se posent, c'est ben oui, mais on va pas avoir assez de vendeurs à mettre à disposition. Et puis, il faut des vendeurs qui ont des compétences techniques. Donc, comme on fait, on vend pas d'électroménager comme on vend du numérique. Donc, il faut ces compétences techniques-là. Mais c'est d'autres, ils voient une opportunité parce que, par exemple, la Croix-Rouge dit, bah, nous, on aimerait profiter de cette occasion-là pour former des personnes en insertion à ce métier de vendeur. Donc, c'est aussi une belle opportunité. Donc, on voit que le fait d'être à plusieurs, ben, on peut trouver des solutions. Donc, l'opportunité, c'est écouler des stocks conséquents pour certains. Hein. Il y a beaucoup de stocks, mais pas suffisamment assez d'espace pour les vendre. De la visibilité, sensibilisation à la seconde main, avec les aspects socio-environnementaux, économiques, développer l'activité des différentes structures participantes et donc faire monter en compétence les salariés en insertion.
Les freins, bah, voilà, je vous les ai donnés, c'était les connaissances techniques, l'espace pour se garer, la logistique et tout ça, bah, tout ce qu'on pourrait retrouver si on veut s'installer comme boutique au centre-ville. Et c'est là où on fait le lien entre, je trouve, l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire, eh bien, c'est grâce à la collectivité, grâce au Grand Nancy, qui, comme on l'a vu dans la présentation précédente, bah, veut diminuer son tonnage de déchets. Voilà, c'est la loi. Eh bien, il se pose la question de comment on va faire. Et au lieu de bah, se décharger sur le sous-traitant, il regarde qui dans son environnement peut l'aider dans cette démarche-là. Et c'est comme ça qu'il y a un lien fort entre le pôle de prévention et gestion des déchets de la métropole et puis les acteurs de l'ESS. Euh, donc, sur la méthodologie, donc on a choisi, c'est somme toute assez classique, la recherche action participante. Donc, une démarche avec un constructivisme pragmatique, hein. On passe beaucoup de temps sur le terrain. Hier, notre réflexion, c'était de dire, mais est-ce qu'on construit, co-construit vraiment? Parce qu'on a l'habitude d'aller voir les acteurs, de prendre du temps pour défricher, parce que les problématiques ne sont jamais claires. Mais au final, la solution, elle vient d'où? Qui est vraiment à l'origine de la solution? Est-ce qu'il y a vraiment une co-construction? Donc, c'est une réflexion qu'on a eue. Je ne sais pas si on en est ressorti contente ou convaincue ou pas, mais la démarche sur le terrain, elle est vraiment assumée. Élise, dans le cadre du PTCE, là, comme vraiment les autres terrains, a fait une résidence pendant plus d'une année, une fois par semaine. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout ce qu'apporte la résidence du chercheur hein, sur le terrain. Donc, l'observation participante, on a même participé à des comités de pilotage. Là, on a décidé, je ne sais pas si c'est très risqué ou pas, d'animer un comité de pilotage. Donc, les chercheurs qui, et là aussi, on a des questions. Est-ce que vous venez avec des solutions ou pas? Est-ce que vous voulez nous soumettre quelque chose? Auquel cas, c'est très intéressant. Mais si c'est nous qui allons travailler, tout de suite, c'est un peu moins marrant. Mais on reste quand même convaincus de cette opportunité-là de faire avec. Donc, les entretiens semi-directifs qu'on a débutés au mois de décembre. Donc là, on en a fait une quinzaine. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a un petit peu plus d'une trentaine d'adhérents qui sont vraiment très actifs dans le PTCE, euh, euh, actifs vraiment à des niveaux très très différents. Mais ceux qu'on a interrogés, ce sont quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, mais qui est vraiment très très intéressant. Le PTCE à l'heure actuelle est dans une situation très très compliquée parce que il n'a pas de personnalité morale. Initialement, le PTCE était porté par une société coopérative d'intérêt collectif qui a un petit peu périclité il y a quelque temps. Se pose la question, que va devenir le PTCE? Parce qu'il y a déjà des choses, quand même, des projets qui ont été menés. Est-ce qu'on laisse les choses vraiment se casser la figure ou est-ce que c'est la raison pour laquelle nous, on a jugé opportun de vraiment reprendre le lead et de convoquer ces acteurs-là? Et donc, se pose la question où s'arrête le rôle du chercheur dans tout ça. La norme ISO 37101, nous l'avons mobilisée pour, c'est dans la diapositive suivante, excuse-moi, pour dire aussi que le projet développé dans le cadre du PTCE euh, doit être appréhendé dans une perspective de communauté de projet. Donc, c'est un petit peu la différence avec la norme ISO 26000, où là, on était centré sur l'organisation et le projet. Dans une approche un petit peu plus territoriale, on considère qu'il y a le projet, la communauté et tout ce que cela engage en termes d'attractivité, de bien-être, l'utilisation plus ou moins responsable des ressources, la cohésion sociale, etc. Donc, quand on a mené les entretiens depuis décembre 2024 avec ces acteurs-là, il y a les principes, en tout cas de la norme ISO 37101, que nous avons utilisés justement pour voir aussi quel est l'impact du PTCE sur un territoire. Est-ce que cet impact Pardon? Il reste une minute. Oui. Et est-ce que cet impact est perceptible par les différents acteurs? Elle est très, très vite, on s'entend très bien. Donc, sur les résultats préliminaires, donc on reprend un petit peu les axes de la norme ISO 26000. C'est aussi un travail de conviction. Qu'est-ce que le PTCE a apporté et dans quelle mesure il est plus qu'urgent de veiller à ce que son action se poursuive. Donc, le PTCE est
un petit peu considérés comme étant contributeurs d'une manière très très globale à l'attractivité d'un territoire, il y a un adhérent qui nous a dit c'est quand même beaucoup plus sexy de dire qu'on a un PTCE sur un territoire qu'une centrale nucléaire. Après, ça dépend qui on a en face. Donc la préservation et l'amélioration de l'environnement, c'est quelque chose qui est très évident pour les adhérents parce que œuvrant vraiment dans le réemploi, le recyclage des déchets, etc. L'utilisation responsable des ressources, la cohésion sociale, le bien-être. Donc on va très très vite sur les résultats, c'est fort dommage. Donc, oui, donc là, pour conclure, ce qu'on voyait, c'est que la préservation et l'amélioration de l'environnement, c'est leur cœur de métier. Donc, ils ont beaucoup de choses à dire hein, quand on les interroge sur les six finalités. Alors que ce qui est l'utilisation responsable des ressources, qui rejoint plus directement pour moi l'économie circulaire, là, ils disent, mais on n'a pas forcément les compétences techniques pour aller dans ce sens-là. Enfin, ils se sentent un peu limités. D'autres compétences qui leur manquent, c'est stratégie de développement, marketing, communication, logistique. Tout ça, c'est des compétences qui leur manquent. La boutique et les différentes actions permettent de matérialiser l'exemplarité du territoire en matière d'économie circulaire. En tout cas, ils n'en sont pas conscients, mais c'est quelque chose qui apparaît. L'idée de développer de nouveaux modes de consommation en centre-ville, donc il faut dépasser les résistances par rapport au réemploi. Et donc, on avait dit l'attraction, l'attractivité. Ça, c'est un résultat qui m'a surpris aussi pour une entreprise hein, qui dit bah, c'est quand même mieux d'être dans un écosystème de ce type-là que d'être toute seule. Et donc, là, cette diapo, bah, c'est pour faire le lien en fait entre économie circulaire et économie sociale et solidaire. Ce dont on ne vous a pas parlé, c'est que aussi la collectivité a développé avec les acteurs de l'ESF, hein, du PTCE, une zone de réemploi qui permet d'extraire tout ce qui peut être récupéré par les différentes associations au niveau de la déchetterie. Et comme ça, le tri est facilité. Les associations ont plus facilement accès aux gisements. Donc, on voit qu'il y a un partenariat entre l'ESS et les collectivités. Il y a aussi un forum du réemploi qui est offert aux étudiants qui arrivent où ils ont accès voilà, sur le même site à l'ensemble des ressources de l'ESS disponibles. Et puis, on voit qu'avec ce mélange des acteurs, eh bien, notre responsable du pôle prévention, bah, il imagine, lui, il aimerait faire une braderie. Il dit, il y a la braderie à Lille, moi, je veux faire la braderie du réemploi sur le cours Léopold, c'est une super grande avenue. Et puis, lui, on va le faire ensemble. Et donc, on sent qu'il y a cette complémentarité. Et puis, donc nous, et je pense que c'est peut-être notre travail de chercheur, c'est peut-être là qu'on a une utilité avec la conceptualisation, c'est de mettre en évidence que c'est en travaillant ensemble qu'on va vers l'économie circulaire, que c'est pas forcément formalisé jusqu'à présent et que la coopération, puisqu'on travaille aussi sur quelle valeur de la coopération, ben, elle va permettre justement de passer de l'économie sociale d'un côté, la gestion des déchets de l'autre, à l'écologie industrielle et territoriale avec une professionnalisation aussi par rapport au management de projets interorganisationnels bah, par l'action, en travaillant ensemble sur ces projets multi-acteurs. On a dépassé. Oui, désolée. Hein. On me dit qu'on a 6 minutes de questions. Emmanuel. Merci beaucoup de cette présentation. Ce qui est une question, est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur l'utilisation de la norme 37 000 sur le territoire capitale? Qu'est-ce que le fait d'apporter une norme apporte et puis quelles sont les limites d'utiliser cette norme qui a été conçue ailleurs? Alors, les normes, on les utilise comme ce qu'on appelle des artefacts médiateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas la norme qui est intéressante, c'est le fait qu'elle va permettre de discuter autour de quelque chose de concret. On ne parle pas en l'air, on se base sur quelque chose. Dans le pôle de compétitivité, Poudia s'était appuyé sur ISO 26000 pour faire parler les acteurs voilà, avec une visée économique. Ça convenait bien en quoi un projet répond en termes d'impact enfin, aux enjeux environnementaux, socio-économiques. On demande ça à chaque acteur. Ça permet finalement d'identifier les tensions, même en termes de gouvernance. Ça fait partie du développement durable. Tiens, en termes de gouvernance, tout va bien, comme on voyait. Puis là, on sort des tensions. Puis nous, après, on peut intervenir là-dessus.
Cette norme-là, moi, je la trouve géniale parce que on n'est pas centré sur une organisation, sur le profit d'une organisation, sur son image, etc. On est centré sur le projet. C'est-à-dire, il y a un projet qui va émerger du territoire, qui répond à un besoin du territoire. Et là, on va réfléchir aux ressources dont on a besoin. Et puis, on va créer cette communauté de projets autour d'un projet territorial. Et donc là, au départ, bah, forcément, on s'intéresse au projet. On va créer les outils de gestion et tout ça par rapport au projet. On va se poser la question de qu'est-ce que le projet a comme effet sur le territoire. C'est pas mon organisation, parce que pourquoi, là, dans le ISO 26000, il y a une des questions centrales qui porte sur le territoire, mais qui n'est pas centrée sur vraiment ce qu'on apporte, ce que le projet apporte au territoire. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Et c'est pour ça, mais ça sert d'artefact médiateur pour faire parler et identifier les tensions. Parce que, comme je dis, le développement durable, personne ne peut être spécialiste. On ne peut pas s'y connaître dans tous les domaines. Donc, chacun a quelque chose à dire. Et puis, ça permet de remettre à leur place ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs. Parce que dans leur organisation, ben, ils sont directeurs, on n'est pas forcément au niveau du projet. Et pour compléter la réponse, on évite, quand on est en entretien, de dire justement à nos interlocuteurs qu'on utilise telle ou telle norme, sauf quand il y a des questions, oui, mais pourquoi l'attractivité plutôt que la cohésion sociale? Mais nous, on garde à l'esprit que bon, ISO 37101 tourne autour de ces 6 axes et ça a du sens pour nous, dans le cadre d'une réflexion sur la communauté de projet. Et c'est vraiment le rôle médiateur, juste pour conclure là-dessus, par exemple, dans le cadre d'un autre travail en région, hein, sur comment aller vers un développement soutenable du territoire, on se base sur l'art pour amener les personnes à s'exprimer différemment, etc. Donc, c'est vraiment un moyen qu'on va adapter à chaque situation. En fait, on va chercher l'artefact médiateur qui nous semble le mieux adapté. J'aimerais la suite. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Vous avez dit que vous utilisez l'art aussi comme artefact. Vous l'adaptez. Est-ce que vous racontez d'autres exemples? Je peux vous raconter un exemple. Donc, c'est aussi, ça vient d'une doctorante qui a un talent artistique. Et elle va, par exemple, pendant une réunion, faire un poème sur les gens qui sont là. Super. Parce voilà, elle est empathique, elle sent, et c'est par le poème qu'elle va restituer ce qu'elle sent des personnes et avec une approche très positive. Et après, donc, elle donne ces poèmes-là aux personnes. Et puis, donc, par exemple, il y en a un poème qui s'appelle La femme grenadine, où elle décrit la femme comme une louve qui prend soin de ses petits, mais qui est là, qui respecte ce qu'elle a dit, etc. Et la personne était très touchée. Elle dit, mais comment tu as vu ça? Et on va montrer, ça donne aux personnes, ça leur redonne confiance en elles, et puis elles se disent, mais oui, mais j'ai ces compétences-là, et je les utilise pas, etc. Donc ça crée un climat complètement différent. C'est pour ça que ça va être là. Oui, je me demandais, là, dans le fond, en ce moment, je travaille sur comme les indicateurs d'impact en innovation sociale. Ouais. Puis on travaille sur des cellules un peu de cette manière-là. Puis je me demandais si vous utilisiez justement, tu sais, la colonne, je vois, tu sais, finalité du DD, un peu comme des indicateurs d'impact quand vous parlez tu sais, au niveau de la réduction de compte, qui est une valeur de compte, tout ça. Ben, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de partir de là pour voir ce qu'ils nous disent. Je veux dire, on ne va pas partir des indicateurs prédéfinis, mais c'est dans une situation donnée, ben, finalement, quel est leur propre indicateur qui dira, ben oui, effectivement, dans ce projet-là, il y a du bien-être. Par exemple, pour le bien-être, ben, ce qu'ils nous ont dit plusieurs, c'est un espace d'échange en confiance, en sérénité. Ben, ça, c'est leur indicateur de bien-être. Donc, c'est surtout avoir, c'est ça, c'est parler avec eux Mais c'est vous qui établissez disons, ces indicateurs-là de mesure, mais comme ils ne vous ont pas demandé d'en mettre dans la réduction de compte. Ah non, pas du tout. Non, non. Et en fait, oui, notre projet, c'est vraiment d'identifier la valeur créée par la coopération. Qu'est-ce que ça crée la coopération? Parce qu'on n'a pas d'indicateur. On ne sait pas. On a des indicateurs, ben, pour la compétition, on en a en masse, mais on ne sait pas. On voudrait visibiliser ce que crée la coopération.
Donc, c'est des débuts de réponse. Et moi, je vois une question sous-jacente, parce que la sérénité, effectivement, ça ne se quantifie pas. Et quand on est face, je reprends l'exemple du pôle de compétitivité, parce qu'on avait des indicateurs, par exemple, sur l'impact sociétal d'un projet. L'impact économique, on le voit assez naturellement, l'impact environnemental, etc. Mais l'impact sociétal, qui peut parfois se mesurer sur le long terme, n'est pas forcément perceptible par des acteurs qui veulent des résultats assez rapidement. Et donc, quand on leur soumettait ce type d'indicateurs, ils nous disaient, mais oui, vous êtes gentils, mais ce ne sont pas nos références finalement. Mais quand, c'est ce que disait Élise, quand on dit, mais l'impact sociétal, ce n'est peut-être pas important pour vous là, mais forcément, à un moment donné, il faudra quand même se poser la question, mais pourquoi ce projet et pas un autre? Et qu'est-ce que ça apporte à la société? C'est une chose qui est très tendance, hein, quand on parle d'acceptabilité, des éléments comme ça. On dit, mais bon, réfléchissons aussi à ce qu'apporte le projet à la société. Il y a même un projet de loi qui concerne l'intégration d'indicateurs sociétaux sur les appels à projets de manière systématique et peu importe la taille du projet. Et donc, on en revient à cet élément qui n'est pas forcément quantitatif, mais qu'on essaie quand même de qualifier pour donner du sens à un projet et visibiliser des choses qui sont par nature invisibles. Oui, c'est ça, parce que des fois, il y a aussi comme un peu deux rapports qui vont se faire. C'est un rapport vraiment comme pour les valeurs de fond. C'est ça. Un qui va être comme pour nous, pour la communauté C'est praticienne. En fait, où on peut vraiment comme comparer les mêmes indicateurs selon le régime. Oui, oui. C'est et l'angle mort un petit peu, on n'a pas des indicateurs très homogènes qui peuvent être pas reproduits, je ne sais pas, mais en tout cas qui peuvent parler à tout le monde. Oui, oui, oui. Merci. Oui, je propose que la conférence suive après la pause. Merci pour vos questions.